Je vous propose aujourd'hui une réflexion sur un thème, y a-t-il une peinture coloniale? Et une promenade dans la collection de peintures de l'ancien musée des colonies. L'ancien musée des colonies était un fleuron de l'exposition coloniale qui s'est tenue à Paris, dans le bois de Vincennes, du 6 mai au 15 novembre 1931. La peinture a joué un rôle important dans l'exposition coloniale. Elle était présentée dans le musée des colonies, c'est-à-dire dans le palais permanent des colonies, ce que nous appelons aujourd'hui le palais de la Porte Dorée, qui est un chef-d'œuvre de style art déco. Et donc, dans ce palais de la Porte Dorée, dans ce palais permanent des colonies, on trouvait le musée des colonies qui, en présentant des objets, des images, des photographies, des peintures aussi, voulait montrer à la fois la constitution de l'empire colonial, c'est ce que l'on appelait la section rétrospective, et à la fois le fonctionnement de l'empire colonial en 1931, c'est ce que l'on appelait la section de synthèse. Et dans ces 2 sections, la peinture jouait un rôle important. Elle permettait par exemple d'illustrer, elle permettait de montrer les, produits coloniaux, comme on le voit sur cette image, mais elle permettait aussi, d'insister sur un aspect, tout à fait central, qui est le rôle de la marine comme, colonne vertébrale, au fond, de l'empire colonial. À cette époque, évidemment, les liaisons entre les continents sont essentiellement des liaisons maritimes. Les choses changeront peu à peu, mais pour le moment, c'est bien de cela qu'il s'agit. Et il y avait donc, un éloge de la marine marchande dans, la section de synthèse de l'exposition coloniale. Pour cet éloge, on recourait à des objets, à des images, à des photographies, à des peintures. Et en particulier, des peintures montrant les grands ports de l'Empire. Vous avez là une toile, nous allons en reparler, de Charles Fouqueray montrant le port de Saigon. Donc, dans le musée des colonies, la peinture jouait un rôle important, mais l'on avait constitué aussi une collection de peintures. Des toiles avaient été commandées à des artistes, des toiles avaient été achetées sur le marché, des toiles avaient été reçues en don, en legs par le musée. Et donc, cette pinacothèque, on pourrait dire, était présentée dans le pavillon des Beaux-Arts, l'un des 200 pavillons constituant l'exposition coloniale. Et donc, bien entendu, cette collection de peintures, surtout si l'on y intègre les toiles présentées dans le musée des colonies, cette collection de peintures qui représente aujourd'hui un volume peut-être de 500 toiles, eh bien, constitue, un corpus, intéressant, et c'est précisément cela que je propose de découvrir aujourd'hui en, dressant, en dessinant un itinéraire dans cette collection. Le musée des colonies n'existe plus, donc on ne peut pas, utiliser le plan du musée pour se repérer, bien sûr, mais, il y a des thèmes que l'on peut, esquisser, que l'on peut montrer dans cette collection. Peinture coloniale, cela renvoie évidemment à la colonisation, c'est-à-dire que la peinture peut en effet, décrire, ou légitimer les pratiques coloniales. Il y a, si on peut dire, une peinture de propagande. Cette peinture de propagande existe bien sûr dans la collection du musée des colonies, mais elle n'en représente qu'une toute petite partie. Cette collection, permet, aussi, d'évaluer le regard que portent les artistes sur le monde colonial, sur, le reste du monde par rapport à l'Europe. Face à un monde, grand, étrange, inconnu, les artistes, expriment des sensations, des émotions, des points de vue variés, et ce sont ces sensations, ces émotions, ces points de vue que les peintures retracent, à leur manière, et c'est ce que nous allons découvrir dans cette promenade. Alors, une remarque, préliminaire, les toiles que nous allons voir ont été peintes par des artistes qui avaient une certaine notoriété, en 1931. Il n'est pas dit qu'aujourd'hui leur notoriété se soit, maintenue au fil du temps. Il est plutôt, on peut plutôt penser que beaucoup des artistes dont je vais citer le nom sont aujourd'hui, sinon inconnus, en tout cas pas très connus.
Par ailleurs, l'étoile dont il s'agit, donc l'étoile qui constitue la collection du Musée des Colonies, qui avait été présentée dans le Palais des Beaux-Arts et dans le Palais permanent des Colonies, eh bien, ces toiles ne sont plus montrées, puisque le musée est fermé, ces toiles ne sont plus montrées depuis plus de 60 ans. Heu, on peut dire pour, simplifier qu'au fond, personne ne les a vues, en dehors des spécialistes, bien sûr. Et donc, naturellement, c'est le charme de la découverte, voir des toiles que l'on n'a pas vues, mais c'est aussi, une difficulté supplémentaire. Comment comprendre, comment interpréter, ces toiles? Donc ce sont toutes ces raisons-là qui m'ont amené à proposer à la fois une promenade dans la collection de peinture du Musée des Colonies et d'autre part une réflexion sur le thème de la peinture coloniale. Je propose donc de suivre un itinéraire simple en, commençant, 1re constatation, en commençant par, repérer, un fil conducteur dans la collection du Musée des Colonies qui est, la thématique de l'ailleurs. En effet, le contact avec le monde colonial commence, en fait, par, le voyage. L'horizon s'ouvre dès lors que l'on voyage et il faut insister évidemment, c'est le premier élément à mentionner, il faut insister sur le voyage et le voyage maritime en particulier. La navigation, est le moyen qui permet de lier ensemble la métropole et ses colonies et c'est le voyage maritime que les artistes évidemment vont à la fois utiliser, mais en même temps représenter. Nous retrouvons cette toile de Charles Fouqueray, donc montrant le port de Saïgon. C'est l'une des 12 toiles qui ont été commandées par la marine marchande à des artistes afin d'illustrer les ports de l'empire colonial. Charles Fouqueray est un artiste connu en 1930. Il a le statut de peintre officiel de la marine et cela lui permet de voyager facilement à travers le monde et de recueillir des impressions, de constituer un ensemble d'observations qu'il, utilise pour composer ces toiles, des toiles qui sont généralement des toiles de grand format comme celles que nous avons sous les yeux. C'était donc l'une des 12 toiles, montrées, dans la section de synthèse du Musée des Colonies, dans la rubrique, si l'on peut dire, marine marchande, une parmi 12. Il y en a donc d'autres, j'en ai choisi une autre, c'est la toile de Paul Jaubert montrant le port d'Alger et donc même constatation, même remarque. C'est le point de départ de notre promenade, il y a une, mise en scène, il y a un éloge de la marine qui est, heu qui est, perceptible dans cette peinture, commandée aux artistes peintres de 1931. Le voyage donc, premier thème de notre promenade. Deuxième thème de notre promenade, l'exotisme. C'est-à-dire que les impressions que procure le voyage, aux artistes sont de nature variée. Elles vont de l'exotique à l'étrange, en passant par, la nature, la sensualité, le paradis. Ce sont ces thèmes que nous allons, parcourir maintenant. L'exotisme renvoie à l'étranger, ce que l'on ne connaît pas, ce que l'on ne comprend pas et on peut considérer qu'il y a dans les arts, en Europe en général et en France en particulier, depuis le XVIIIe siècle, un courant, heu intéressé par l'exotisme, un courant orientaliste, comme on dit à propos de la peinture au XIXe siècle. C'est-à-dire que, il est possible de distinguer, cette manifestation d'un intérêt pour, l'ailleurs dans les différents arts et nous raisonnons sur, la peinture aujourd'hui. Il est possible de distinguer dans la production des artistes confrontés à l'exotisme des traits communs autour de 2 éléments, autour de 2 pôles, on pourrait dire, la lumière et la foule. La lumière, ça peut être, par exemple, cette toile d'Albert Lebourg, rue à Alger, peinte, vers 1877. Albert Lebourg est un artiste qui, séjourne en Afrique du Nord dans les années 1870. Il séjourne à Alger en particulier et il montre ici une rue, d'Alger écrasée par le soleil où prédominent évidemment des touches extrêmement claires. La palette d'Albert Lebourg est très claire et il n'y a que quelques touches de couleur qui, permettent de suggérer quelques activités dans cette, rue, d'Alger. Hem,
Albert Lebourg quitte l'Algérie en 1877 et s'installe à Paris et il va à cette époque, donc à la fin des années 1870, évoluer autour du groupe des peintres impressionnistes. Il participe d'ailleurs à la 4e et la 5e exposition impressionniste. Et on comprend évidemment que la palette claire d'Albert Lebourg puisse entrer en résonance avec la manière des peintres impressionnistes qui sont quand même plutôt des peintres de la lumière claire. Une toile donc, peinte dans les années 1870 et qui a été, achetée par le musée des Colonies en 1931. Elle est entrée dans la collection du musée des Colonies. Une toile donc déjà un peu ancienne. Une autre toile un peu moins ancienne, mais qui a déjà quelques années au moment où elle entre dans la collection du musée des Colonies, c'est cette plage à Tanger de Charles Camoin. Charles Camoin, c'est un ami d'Henri Matisse. Il évolue aussi un petit peu autour de Paul Cézanne et donc en 1912, Charles Camoin part pour Tanger, visiter son ami Henri Matisse. Ce qui est remarquable dans cette toile, c'est qu'on n'y retrouve pas le style, habituel de Charles Camoin qui appartient à l'univers fauve, donc des touches colorées très vives. C'est cela qui caractérise la manière de Camoin lorsqu'il arrive à Tanger en 1912 et ce qu'il, produit, comme on le voit sur cette, image, eh bien, ce sont des couleurs, plus tendres, plus délayées pour, représenter le ciel, pour représenter la plage, quelques touches plus sombres pour indiquer, les promeneurs sur la plage. Donc, premier contact grâce au voyage, premier contact avec, le monde colonial, c'est cette impression d'exotisme qui passe par l'impression que procure la lumière ou la foule. Voilà une toile de Pierre Hedman, Grand marché de campagne en Imérine, qui date de 1934. On a là une toile qui a été peinte après l'exposition coloniale et qui entre dans la collection de peinture du musée des colonies après l'exposition coloniale. La collection de peinture a évolué après 1931, elle s'est enrichie au fil du temps par des achats, par des dons, par des legs, donc pendant quelques années. Alors Pierre Hedman, c'est un artiste qui s'installe à Madagascar, où il va vivre pendant des années. Il va fonder ce qu'on pourrait appeler une école d'art appliqué, en reprenant, la tradition malgache et il nous propose ici une vue donc d'un marché de campagne en Imérine. L'Imérine, c'est une région qui se trouve, dans la partie nord de Madagascar. On est dans la région d'Antananarive et cette scène est très frappante par la foule qui se presse pour participer au marché. Cette foule qui est, vêtue du costume traditionnel malgache, c'est-à-dire le lamba, donc une grande étoffe, blanche ici surtout, une grande étoffe dans laquelle on se drape. Donc cette toile de Pierre Henneman qui montre l'atmosphère animée du marché, heu incarne en quelque sorte les 2 sensations que l'artiste éprouve, dans le monde colonial. C'est, la foule et c'est d'autre part, la lumière. Autre exemple, André Sureda, La fête arabe dans la campagne de Tlemcen. André Sureda donc, s'installe, en Algérie. Tlemcen se situe dans le nord-ouest de l'Algérie, non loin de la frontière du Maroc et le peintre nous montre ici, une scène très vivante, très colorée par le jeu des étoffes, par le jeu des étendards. C'est une fête, on pourrait dire même c'est une procession. Le bâtiment qu'il y a, en arrière-plan, c'est un tombeau, c'est le tombeau du marabout Sidi Abdallah Ben Mansour et donc le tombeau du saint homme attire les pèlerins et c'est ce que montre André Sureda, dans cette toile. La foule, heu, la lumière, voilà 2 éléments qui participent à l'impression d'exotisme qui saisit les peintres en arrivant dans le monde colonial. Une autre impression forte qu'ils éprouvent leur est, suscitée par la nature, le contact avec la nature. Voyons par exemple cela dans la toile de Jean Baldoui, Le flamboyant Martinique. Baldoui est un artiste qui a une certaine notoriété au début du XXe siècle. Il est surtout connu pour, les, scènes, d'Afrique du Nord, du Maroc en particulier. Là, il est aux Antilles et visiblement il a été comme souvent les artistes qui arrivent aux Antilles, Paul Gauguin avait eu la même sensation, Baldoui est donc frappé par, le côté luxuriant de la végétation, par l'éclat des couleurs de la végétation, comme on le voit bien ici avec cet arbre flamboyant
Cette toile n'est peut-être pas caractéristique de l'ensemble de la production de Jean Bel-Louis, elle est caractéristique de la profonde sensation qu'éprouve l'artiste au contact de la nature antillaise. Un autre artiste peut être évoqué, Marcel Mouillot, qui nous donne cette représentation du cirque de Cilaos vers 1931. Alors, le cirque de Cilaos se situe sur les flancs du Piton des Neiges, à La Réunion. C'est un lieu qui est très connu aujourd'hui, très touristique aujourd'hui, mais à l'époque de Marcel Mouillot, les routes d'accès n'ont pas été construites, donc c'est un site assez difficile d'accès que Marcel Mouillot a choisi donc pour la toile que nous avons sous les yeux. Alors Marcel Mouillot n'a pas beaucoup voyagé, mais enfin il est allé à La Réunion. Et d'ailleurs il le raconte dans un récit qu'il publie en 1935. Heu, Ce qu'il représente ici, c'est surtout la végétation dans le cirque de Cilaos, une végétation qu'il représente de manière, géométrique. C'est la forme qui, l'intéresse visiblement et il nous montre une représentation tout à fait particulière de la végétation. Il nous donne, une approche épurée de la végétation, il nous montre des formes presque géométriques et en somme, il esquisse une forêt tropicale presque pétrifiée. Cette toile est présentée à l'exposition coloniale. Elle est présentée non pas dans le musée des colonies ni dans le palais des beaux-arts, mais elle est présentée dans le pavillon de La Réunion, l'exception à la règle. Et donc elle entre dans la collection du musée des colonies un petit peu plus tard, lorsque l'artiste donne cette toile et les toiles qu'il a réalisées à La Réunion à l'un de ses amis, Harry Leblond, qui se trouvait être le directeur du musée des colonies. Autre exemple pour souligner cette impression que produit la nature sur l'artiste. La nature, c'est la végétation, mais ça peut être la faune aussi. On a ici un tigre à l'affût représenté par Jean Dunand. Alors Jean Dunand est l'un des maîtres du style art déco. C'est le grand spécialiste de la technique de la laque. On peut même considérer qu'il a introduit la technique de la laque dans les arts décoratifs en France. Il s'est fait connaître par la production de grands panneaux de laque qui décorent, comme c'est ce que l'on voit ici, qui décorent la bibliothèque du musée des colonies. Il y a plusieurs panneaux qui sont toujours en place d'ailleurs aujourd'hui et qui montrent la virtuosité de l'artiste et l'impression profonde que peut exercer le regard du tigre sur l'artiste. Jean Dunand a produit aussi dans les années 30 des panneaux décoratifs qui ornent les salons de certains grands navires construits dans les années 30, notamment le navire Normandie. Donc l'artiste est parti, il a embarqué dans un grand navire, il arrive dans le monde colonial, il est tout de suite impressionné par la lumière, par la foule, par la nature, et il peut avoir le sentiment de se trouver, sinon exactement en paradis, tout au moins sur le chemin du paradis. On voit en effet que les artistes européens qui entrent en contact avec le monde colonial considèrent les peuples qu'ils rencontrent comme vivant presque à l'état de nature, loin de la société, loin de la corruption, loin de la civilisation. Il y a donc une sorte de mythe qui se développe, on parle parfois de mythe du bon sauvage pour désigner cela, un mythe qui revêt diverses formes au fil du temps. Ça pourrait être le mythe indien, le mythe insulaire, le mythe du désert. Et toutes ces formulations du mythe du bon sauvage, on les rencontre dans la collection de peintures du musée des colonies, en particulier donc toutes celles qui mettent l'accent sur cette impression de paradis que Gaston Vinck, qui est en Guyane à la fin des années 20, eh bien, peut ressentir. On a là une vue d'un village Wayana qu'il a pu observer en remontant en pirogue le fleuve Maroni. Et l'artiste a expliqué que ce qui l'avait frappé, c'était la couleur. La couleur rouge, la couleur flamboyante. Il a eu l'impression, dit-il, dans une lettre, de se trouver dans un pays de flammes, parce que les Indiens, pour se préserver de la piqûre des moustiques, s'enduisent le corps d'un rouge vermillon, le rouge du roucou. Et c'est ce que montre évidemment cette toile de Gaston Vinck, donc vers 1933. Une toile plus ancienne, celle de François-Auguste Biard, deux Indiens en pirogue.
Biard est un artiste peintre connu au milieu du 19e siècle, dans les années 1840, 1850, c'est la période où il est particulièrement notoire. Biard a voyagé beaucoup, il a voyagé notamment dans le Spitzberg, dans le Grand Nord, mais dans les années 1850, il voyage en Amérique du Sud, au Brésil particulièrement. Et ce qui le frappe au Brésil, c'est l'immensité du pays, évidemment, mais c'est aussi la possibilité de laisser la société humaine dans la partie orientale du pays et de s'enfoncer, en remontant le fleuve Amazon, c'est ce qu'il fait, de s'enfoncer dans l'inconnu à la rencontre de paysages et de populations affranchis de la contrainte de la société. Et c'est en remontant donc l'Amazone qu'il a un jour cette expérience qu'il retrace dans cette toile, cette petite toile. Donc on peut imaginer qu'il prend quelques croquis sur le vif et qu'ensuite, rentré à l'atelier, il réalise cette toile, montrant donc euh, une pirogue donc naviguant sur l'Amazone et l'homme ayant dans la main gauche ce que Biard pense être une sorte de gouvernail et la femme portant un fagot de branchage qui sert de voile. Donc, cette rencontre qu'il fait sur les bords de l'Amazone lui inspire ce petit sujet qui est au fond une illustration en plein 19e siècle, une illustration de ce mythe du bon sauvage que l'on voit fleurir ici et là dans les arts en France, donc au 18e et au 19e siècle. Une autre illustration, celle d'Auguste Nouveau, Édouard Auguste Nouveau, qui est un artiste qui séjourne au Sénégal dans les années 1840 et qui va notamment naviguer le long de la côte africaine, ce qui le mène jusque dans le golfe de Guinée et notamment dans les îles du golfe de Guinée, en particulier l'île du Prince, qui constitue aujourd'hui une des sections de la République de São Tomé et Principe. Et ce que Nouveau remarque, bien sûr, dans cette île du Prince, eh bien, c'est le paysage de l'île, c'est le côté luxuriant de la végétation. Il est impressionné par les scènes qu'il voit, qui lui donnent l'impression, donc, de constituer une sorte de paradis ou quelque chose d'approchant. Autre formulation du mythe du paradis, du bon sauvage, c'est le mythe du désert. Le désert qui impressionne par son immensité minérale, mais le désert qui inquiète aussi par son caractère inhospitalier. On voit là une toile de Théodore Frère, Halte sous les palmiers, désert de Syrie, dans laquelle l'artiste nous montre un homme debout, qui fait un petit peu écho aux palmiers en arrière-plan, et d'autres personnes, à moitié allongées, prenant quelques repos sur des tapis que le peintre dessine de manière tout à fait précise. Théodore Frère a voyagé en Afrique du Nord, il a voyagé au Levant, il est en Syrie en 1851, et il a donc toute une série d'impressions qu'il assaille, qu'il peut croquer dans son carnet, et puis ensuite, rentrer en France, il peut élaborer des scènes euh, composé où il va donc présenter cette halte sous les palmiers, désert de Syrie. Un artiste très comparable, à peu près au même moment, voyage à peu près dans les mêmes régions, c'est-à-dire le Levant. Il s'agit de Léon Belli. Léon Belli est sur les bords de la mer Morte en 1851. Il voyage dans le désert du Sinaï, il voyage en Égypte aussi. Il nous montre ici ce qu'il appelle un chamelier, qui est en fait un méhariste sur son dromadaire. Et ce chamelier, il le dessine avec minutie. On peut voir dans cette toile qui date probablement de 1860, on peut voir une sorte d'esquisse, une sorte de préparation pour la toile majeure de Léon Belli, la toile la plus connue de Léon Belli, qui est Pèlerin allant à la Mecque, qui date de 1861, qui est présentée au Salon de 1861. C'est une toile qui est acclamée par le public, c'est une toile qui est primée par le jury du Salon, c'est une toile qui est achetée par l'État sur le champ, ce qui est quand même assez rare. Et cette toile est présentée au musée du Luxembourg du vivant de Léon Belli, et puis ensuite elle est présentée au musée du Louvre. Et lorsque le musée d'Orsay est constitué à la fin du XXe siècle, eh bien, la toile de Léon Belli y figure en bonne place. Cette toile n'appartient pas à la collection du musée des colonies, c'est l'exception par rapport à la règle qui veut que l'on ne voit aujourd'hui que des toiles figurant dans la collection du musée des colonies. Il y a deux exceptions, celle-ci et une autre
rencontrera à la fin de mon petit exposé. Autre peintre nous montrant les impressions que le désert lui inspire, Maxime Noiret, L'espace, désert du Sahara, vers 1900, passage d'un col dans le Moyen Atlas. Maxime Noiret a une caractéristique intéressante parmi les artistes qui voyagent dans le monde colonial, c'est qu'il ne se borne pas à y voyager, il y vit. Il arrive en Afrique du Nord, très jeune, avec ses parents et il va vivre une part importante de sa vie, en Afrique du Nord. Il s'établit à Alger, notamment. Donc c'est l'un des rares peintres français dans cette situation. La plupart des autres se contentant de voyager, éventuellement de séjourner un moment, dans le monde colonial. Ici, Maxime Noiret nous propose une vue panoramique du Sahara, le Sahara caillouteux, hein. Cette vue nous montre une végétation extrêmement clairsemée, un sol aride, et Maxime Noiret utilise simplement la couleur, quelques touches colorées, une palette relativement limitée pour suggérer, par le choix des coloris, un petit peu de douceur à un environnement qui reste quand même très hostile. Alors, je voudrais parler maintenant d'un artiste qui est probablement le plus connu de tous ceux que nous voyons aujourd'hui, c'est Émile Bernard. Et je montrerai deux toiles d'Émile Bernard, on en verra une troisième un peu plus tard. C'est un des artistes les plus connus de la fin du 19e siècle. Émile Bernard est né à Lille. C'est l'un des protagonistes de l'école de Pont-Aven avec Gauguin. Et Émile Bernard se brouille avec Gauguin et après s'être brouillé avec Gauguin, il voyage dans le bassin de la Méditerranée pendant des années. Il voyage en Égypte, il s'installe en Égypte d'ailleurs de 1893 à 1904. Et en Égypte, il va évidemment observer le pays et produire des images, composer des images qui lui sont inspirés par les expériences qu'il peut faire en Égypte. On a ici une toile qu'il réalise dès le début de son séjour en Égypte, Pleureuse du Caire. Euh, Émile Bernard réside des années en Égypte et on va voir sa manière évoluer au fil du temps. Donc, Pleureuse du Caire nous montre des femmes vêtues de bleu ou de noir. On trouve dans cette image le souvenir de la manière d'Émile Bernard lorsqu'il était par exemple à Pont-Aven, c'est-à-dire ces zones colorées entourées d'un léger fil noir, la technique qu'on appelle le cloisonnisme. C'est ce que Émile Bernard pratiquait avant d'arriver en Égypte. On a ici une sorte de réminiscence de cette technique. Euh, la scène s'appelle Pleureuse du Caire. Elle a été assez mal comprise dans un premier temps, puisque beaucoup ont voulu y voir une fête arabe. Alors une fête, si l'on veut, c'est une fête de deuil, hein. Et donc on a préféré modifier le titre ultérieurement. Donc une toile qu'Émile Bernard compose en se souvenant de sa manière de Pont-Aven, si l'on peut dire. Quelques années plus tard, il produit une série de toiles montrant les habitants du Caire dans leurs activités. Des toiles de grand format, où les personnages sont presque grandeur nature, qui sont représentés de façon sculpturale, si l'on peut dire. Et ici, il nous montre donc les marchands du Caire, la porte du caravansérail, des personnages qui sont situés entre ombre et clarté, si l'on peut dire. Mais ce qui est remarquable, c'est que le bleu et le noir ont été complètement oubliés. Il y a maintenant toute une palette de bruns qu'Émile Bernard a utilisé pour composer sa scène. Il vit donc au Caire de 1893 à 1904 et ensuite il rentre en France. Il expose les toiles qu'il a réalisées en Égypte et ces toiles ont un grand succès. On peut considérer qu'elles permettent une sorte de relance de la carrière d'Émile Bernard et l'artiste décide de donner quelques-unes des toiles qu'il a réalisées en Égypte, de les donner donc au musée des colonies. Ici, les toiles sont entrées dans la collection du musée des colonies du fait d'un don de l'artiste lui-même. Alors, parmi les sensations qui assaillent l'artiste voyageant dans le monde colonial, on en a énuméré quelques-unes, il y en a une que l'on peut mentionner aussi, qui est l'étrange. Euh, une sensation transparaît dans l'expérience que les artistes peuvent avoir dans le monde colonial, c'est la rencontre avec
une culture étrangère, avec des rituels auxquels, on n'est pas, accoutumé, avec des habitudes, qui diffèrent de celles que l'on peut avoir et le l'artiste peut être intéressé, peut être, séduit par, ces sensations. Il peut aussi, être obsédé par ces sensations au point que, il sera surtout séduit par l'aspect spectaculaire de l'expérience qu'il, vit, et moins peut-être par, la compréhension, l'analyse de la profondeur de la chose. Voyons par exemple cette toile de Louis Robert Bath qui s'intitule Gamboula ou Manguichari, danse rituelle en AEF. AEF, c'est donc l'Afrique équatoriale française, c'est le nom d'une des subdivisions administratives des colonies françaises en Afrique. AEF, Afrique équatoriale, AOF, Afrique occidentale. Lubangui-Chari, c'est le pays qu'on appelle aujourd'hui la République centrafricaine. Alors l'artiste Louis-Robert Bath voyage en Afrique parce qu'il a été lauréat de plusieurs prix qui lui permettent de financer ses voyages. Notamment, il a reçu le prix de l'Afrique équatoriale française précisément en 1933. Et donc, il séjourne dans ces territoires, il dessine ce qu'il voit, il dessine les rituels, il dessine les masques. Il est impressionné par ce qu'il peut voir, par ce qu'il peut observer. Et notamment ici, il s'efforce de restituer la cadence, le rythme de la danse traditionnelle, donc en Ubangui-Chari. Une autre expérience de l'étrange, on va la trouver sous le pinceau de Willy Worms, qui est à Madagascar dans les années 20. Hem, la toile s'intitule Amboimanga. Amboimanga, c'est le nom d'une localité, donc dans la région d'Antananarive, dans la partie nord de Madagascar. C'est une, colline, on la voit d'ailleurs en arrière-plan sur cette image. Une colline qui est à la fois une forteresse et un sanctuaire. Dans la civilisation de l'Imérine, donc de cette région du nord de Madagascar, Amboimanga est l'un des lieux les plus, révérés, les plus sacrés de la tradition et l'artiste s'efforce de suggérer ce caractère, sacré en employant une palette de tons très chauds, très presque incandescents, on pourrait dire. C'est donc par la couleur qu'il s'efforce de faire, ressentir cette, impression d'étrange et de sacré qu'il a pu repérer, qu'il a pu observer. Retour en Oubangui-Chari avec, cette toile de Georges Lespès montrant un jeune initié Kaba. Alors, Georges Lespès, c'est un fonctionnaire de l'administration coloniale en AEF. Il sera l'un des héros de la France libre à partir de 1940 et en tout cas, en 1930, il, représente ici, le portrait d'un jeune homme dont le visage est peint en rouge et en blanc, un jeune homme au moment de l'initiation très probablement. Donc ce caractère étrange, voilà ce que l'artiste cherche à représenter sur la toile et c'est ce caractère étrange qui est représenté sur le visage de son modèle. De nombreuses sensations assaillent l'artiste, et parfois, ces sensations, le font dériver un petit peu. C'est la sensualité, à laquelle, il est très sensible. Je vais comparer 2 toiles sur ce point. C'est par exemple cette toile d'Ange Tissier, l'odalisque, dite aussi Algérienne et son esclave. Une toile de 1860 qui est donc, ancienne. C'est une toile réalisée par un artiste qui n'est jamais allé en Algérie et qui néanmoins représente ce qu'il croit être une Algérienne et son esclave. Donc on a là un exemple caractéristique d'artiste français qui rêve à propos, heu, de l'ailleurs, qui fantasme à propos de l'ailleurs et qui peint de façon extrêmement précise. Vous voyez par exemple les dessins du tissu, les dessins des bijoux, qui peint donc de façon très précise, en réalité, le produit de son imagination. On peut considérer qu'on a là une caractéristique tout à fait nette d'une peinture, rêvant à propos de l'ailleurs. C'est ce que l'on peut appeler une peinture orientaliste. Notre question, c'est: y a-t-il une peinture coloniale? Est-ce que la peinture coloniale est une variante de la peinture orientaliste? La question est posée, on verra quels éléments de réponse on peut y apporter. Donc ici, on est finalement, loin d'un intérêt porté au réel. Pour, découvrir le réel, il faut voyager et Ange Tissier n'a pas voyagé en Algérie. En revanche, ce n'est pas le cas de Jules Migonnet. La période n'est pas la même, on est là, vers 1914. Jules Migonnet qui nous donne donc, ce n'est pas une toile, c'est une gravure sur bois, hein, d'où le côté très contrasté des blancs et des noirs. Il nous donne donc, cette scène de bain turc.
Alors Jules Migonnet est un personnage intéressant. Il séjourne en Algérie parce qu'il est le lauréat du prix Abdel-Tif. Le prix Abdel-Tif est fondé en 1907 par Charles Jonard et par tout un ensemble de spécialistes des arts. Charles Jonard, donc gouverneur de l'Algérie, c'est parmi tous les gouverneurs de l'Algérie celui qui est resté en place le plus longtemps. Dans l'esprit de ces concepteurs, le prix Abdel-Tif est la transposition en Algérie de ce qu'est le prix de Rome pour ce qui est de l'Italie. Le prix de Rome, c'est un concours qui est organisé et les lauréats du concours séjournent pendant un temps relativement long à la Villa Médicis à Rome. Eh bien, les lauréats du prix Abdel-Latif séjournent pendant un temps relativement long à la Villa Abdel-Latif à Alger. Et donc, ils peuvent s'imprégner de l'atmosphère, ils peuvent s'imprégner des arts, ils peuvent éprouver toute une série de sensations qui peut les amener à produire des œuvres originales. Les prix Abdel-Latif ont été remis entre 1907 et 1961, évidemment en 1962, la situation est telle que les prix Abdel-Tif cessent d'exister. Jules Migonnet est lauréat du prix Abdel-Tif en 1909, donc vraiment au début de la période d'existence de ces prix. La gravure nous montre une scène de bain. Le sujet est donc prétexte à l'évocation du corps féminin, corps dévêtu, corps blanc ou noir, et cela contraste évidemment avec les motifs décoratifs environnants. Et voici une dernière toile pour cette première approche de la collection du Musée des colonies sous le thème de l'ailleurs. C'est la tête de femme de Biskra que produit Marie-Claire Taunoir en 1900. Marie-Claire Taunoir, Claire étant le nom de son époux et Taunoir son nom patronymique. Elle signe Marie-Claire Taunoir. Tête de femme de Biskra. Biskra, c'est une localité dans le nord-est de l'Algérie, non loin de la frontière tunisienne. Et à Biskra, vers 1900, il y a ce qu'on pourrait appeler une communauté d'écrivains, une communauté d'artistes que fréquente l'artiste. Et l'artiste nous donne donc cette image euh, de l'ailleurs, cette image montrant une femme regardant le spectateur, une femme dont le visage est légèrement tatoué, une femme dont la coiffe est particulièrement impressionnante, et notamment les boucles d'oreilles aussi sont tout à fait impressionnantes, et donc une image, un portrait peut-être, réalisé par l'artiste. Cette tête de femme nous permet de comprendre que il y a une autre dimension qui peut nous permettre de parcourir la collection du musée des colonies. Ce n'est pas simplement l'ailleurs, c'est aussi la rencontre avec l'autre. En voyageant, on découvre des univers nouveaux, mais on entre en contact avec des populations différentes. Et en effet, la collection de peintures du musée des colonies nous propose une galerie de portraits réalisés par les artistes depuis la fin du 19e siècle, des portraits qui ont été réalisés à une époque où, il faut le dire clairement, il est très fréquent que l'on ait une conception, disons, évolutionniste de l'humanité depuis l'homme primitif jusqu'à l'homme civilisé. Une époque où il est très habituel de raisonner en termes de race, c'est le mot que l'on emploie à l'époque, et donc, beaucoup des œuvres qui sont réalisées par les artistes à la fin du 19e et au début du 20e siècle vont être déposées au musée de l'Homme lorsque celui-ci est constitué, ou bien alors au musée de la Marine. Et quelques-unes de ces œuvres sont en effet déposées au musée des colonies. C'est très intéressant de parcourir cette galerie de portraits, comme on va le faire maintenant, parce qu'on peut repérer deux phénomènes qui, au fond, affectent les artistes en voyage dans le monde colonial. D'un côté, le regard de l'artiste qui voyage se fait de moins en moins stéréotypé, de plus en plus précis, de plus en plus sensible, on pourrait dire. Et cette situation invite donc à distinguer une peinture orientaliste, où à la limite le peintre ne se déplace pas, et une peinture beaucoup plus réaliste qu'on pourrait qualifier de peinture coloniale. Distinction peut être faite entre les deux. Mais d'un autre côté, les arts à la fin du 19e, au début du 20e siècle, évoluent selon leur propre dynamique. Il y a des courants d'avant-garde, par exemple, qui émergent, et par conséquent, pour les artistes,
La question va peut-être, être moins, la thématique du réalisme et peut-être plus la thématique de la subjectivité, de la personnalité de l'artiste, avide de créer une manière personnelle, avide que l'on reconnaisse une manière personnelle. Et donc, cela évidemment, influence la production des images que les artistes peuvent réaliser. Et je vais donc passer en revue une série d'images de ce genre qui figurent donc dans la collection de l'Ancien musée des colonies. Première, catégorie, si l'on peut dire, le regard porté par un artiste, heu, observateur, le regard de l'ethnographe, on pourrait dire, à l'image de ce dessinateur, Edmond Lettier, qui accompagne Brazza dans son exploration du Congo en 1887. Et on voit que le dessinateur, dans son carnet, a dessiné, alors il y a des paysages qu'on ne voit pas sur la page qui est sur l'écran, mais a dessiné des portraits de personnes qu'il a pu croiser. Ce qui est remarquable dans ce dessin, c'est le sens, l'acuité de l'observation, la précision de l'observation. On est très loin, évidemment, du rêve, on est très loin du fantasme du peintre orientaliste. Ici, c'est le regard ethnographique presque, le regard presque scientifique que l'artiste peut porter sur les personnes qui croisent son chemin. Les dessins de Lettier ont été très appréciés pour deux raisons. D'une part, ils ont été utilisés par Brazza pour illustrer les comptes rendus qu'il a publiés à la fin des années 1880. Et d'autre part, il y a la dimension tragique personnelle de l'artiste qui contracte une maladie au Congo en 1887, maladie dont il meurt rentré en France. Alors, autre artiste qui peut être placé un peu sur le même plan, c'est Eugène Bastard. Bastard est envoyé à Madagascar par le Muséum d'histoire naturelle. Donc, c'est vraiment une mission d'étude qui lui est confiée. Bastard s'installe à Madagascar, où il va vivre une bonne dizaine d'années, et il parcourt en tous sens cette île continent. euh, et donc, il va dessiner des paysages, il va dessiner des portraits. Il ne va pas chercher à montrer des types humains généraux, mais il va dessiner des portraits individualisés, comme ce portrait d'une femme Sakalava de la région de Morondava. Morondava, donc une bourgade située sur la côte euh, occidentale de Madagascar. On peut considérer ici que le dessin qu'il nous propose offre, tout comme les dessins de Lettier, offre un intérêt documentaire tout à fait réel. C'est ce qui justifie que ce genre de dessin ait pu être déposé, pour certains tout au moins, au musée des colonies. Alors, deuxième catégorie de regard porté par les artistes sur le monde colonial, à la rencontre des populations qui y vivent, c'est donc cette distinction qu'il convient d'établir de plus en plus nettement entre le fantasme orientaliste et le réalisme colonial, si l'on peut dire. Voilà par exemple une toile de Paul Leroy, blanchisseuse arabe dans la Sédia de Biskra. Paul Leroy donc, nous montre en 1885, des femmes lavant leur linge dans le canal, entourées d'enfants, jouant autour d'elles. Une sédia, c'est un canal d'irrigation à ciel ouvert. C'est l'un des deux types d'irrigation en Afrique du Nord. Une méthode d'irrigation qui n'est pas très efficace parce qu'il y a beaucoup d'évaporation, évidemment, puisque le canal est à ciel ouvert. Donc, il y a un autre système constitué de canaux souterrains que l'on appelle en Algérie Fogara et que l'on appelle Kanat dans d'autres parties des régions méditerranéennes. Euh, Ici, donc, on voit que Paul Leroy a fait un effort d'observation, un effort de personnalisation des différents visages qu'il représente sur cette scène. Toile ancienne aussi, celle d'Hippolyte Lazerge, Café mort à Alger. Alors bon, le titre c'est Café mort à Alger, mais le thème véritable, c'est l'homme qui est au centre du tableau. Donc un homme debout qui regarde le peintre, un homme vêtu d'une tunique, d'une djellaba, portant une chécha sur la tête et fumant en considérant l'artiste. Donc ici aussi, on a ce regard qui ne consiste pas à rêver, à fantasmer à propos du sujet, mais qui consiste à observer de la façon la plus précise possible le sujet.
On peut remonter un peu le temps jusqu'à Eugène Fromentin, 1850, Campement arabe. Fromentin est un artiste peintre, mais c'est aussi un écrivain. Fromentin a des idées précises sur ce que doit être la peinture. Il estime qu'il ne s'agit pas seulement de montrer des impressions que l'artiste a pu ressentir, des impressions fugaces et fugitives qu'il a pu ressentir. Il s'agit de euh, réaliser une étude précise, une étude durable du motif. Et c'est ce qu'il s'efforce de faire dans ce campement arabe. Bon, c'est un thème très, très classique au XIXe siècle, hein, on en a déjà rencontré un ou deux, et c'est ce qu'il s'efforce de faire donc dès 1850. On peut considérer que il y a là cette distinction qui s'établit, ce clivage qui s'établit entre la tradition du fantasme orientalisant et la nouveauté presque expérimentale du regard plus réaliste. Ce qu'on va retrouver beaucoup plus tard, 40-45 ans plus tard, avec Alfred Château, qui nous montre ici des filles kabyles, donc des filles kabyles drapées dans des vêtements colorés, qui ornent leurs vêtements de ces bijoux décorés de corail, décorés d'émail, ces fibules, on pourrait dire, qui servent à orner et à attacher les vêtements. Et l'artiste s'est efforcé de personnaliser les visages et de produire cette peinture plus réaliste que Fromentin appelait de ses voeux un demi-siècle plus tôt. Alors, creusons un peu ce lien entre le peintre et son modèle. Comme on l'a dit, il y a une sensibilité nouvelle qui se fait jour dans l'œuvre de certains artistes qui accordent une importance plus particulière, plus grande au modèle, au regard du modèle, à l'expression du modèle, et qui donc font évoluer la représentation d'un type de groupe humain à la représentation d'un individu avec la personnalisation d'individus. Mais d'un autre côté, les artistes à la fin du 19e, au début du 20e siècle, sont à la recherche aussi d'une manière personnelle, de leur manière personnelle, et ils vont donc chercher également à représenter l'autre euh, avec leur propre patte, avec leur propre subjectivité. Donc d'un côté, un regard plus réaliste, plus objectif, on pourrait dire, et d'un autre côté, un regard plus subjectif dans la stylisation de l'œuvre. Alors voilà quelques exemples qui peuvent illustrer cela. Euh, une toile d'Étienne Dinet, Homme au grand chapeau, 1901. Donc le regard hein, du modèle qui est tout à fait perçant ici. Étienne Dinet a la particularité d'être un peintre français qui voyage en Algérie dans les années 1880, qui s'y installe à partir de 1904. Et ça, c'est pas du tout original pour les peintres de la fin du 19e siècle. Il y en a quelques-uns, on en a rencontré déjà quelques-uns. Mais particularité d'Étienne Dinet, il a une sorte de révélation. Révélation de l'Algérie, révélation de la civilisation arabe, révélation de la langue arabe qu'il apprend à parler, révélation de la religion musulmane à laquelle il se convertit, il change de nom. Il est considéré aujourd'hui en Algérie comme étant un exemple, mais même un modèle, on pourrait dire, de peintre qui abandonne son regard colonial pour évoluer vers une autre perspective. Alors, si le cas d'Étienne Dinet est original par la biographie propre du personnage, sa peinture l'est sans doute moins. Je veux dire, il y a d'autres artistes qui, eux aussi, vivent en Algérie, qui, eux aussi, s'installent en Algérie. Bon, il est le seul à se convertir à l'islam, mais il y a d'autres artistes qui euh, pratiquent une peinture assez voisine, assez comparable de celle qu'il a réalisée. Ce souci accordé à l'individualisation des traits du modèle. Voilà par exemple une toile d'Émile Bernard. Nous retrouvons Émile Bernard que nous avions laissé tout à l'heure à la porte du caravansérail. C'est une toile donc qui représente ici une abyssine en robe de soie. Le thème lui-même n'est pas très original, là, plutôt conventionnel même on pourrait dire. Mais ce qui est remarquable, c'est le choix des couleurs, c'est l'opposition, les contrastes de couleurs qui évoquent un petit peu Matisse par exemple. Émile Bernard donc. Autre peintre remarquable par le regard qu'il porte sur le modèle, Alfred de Decken. Alors, c'est un peintre belge dont on ne sait pas grand-chose.
Il est né en 1879, ça on le sait, mais on ne connaît pas bien sa biographie. Ce que l'on peut dire en tout cas, c'est que il représente un chef sénégalais, un modèle noir si on veut, mais ce n'est pas le modèle noir dans la tradition picturale française depuis le XVIIIe siècle, c'est-à-dire des modèles qui vivent à Paris, qui passent, si l'on peut dire, dans les toiles des artistes. Pour réaliser ce portrait, Alfred de Decken a évidemment voyagé au Sénégal. Dans quelles conditions, on ne le sait pas avec précision. Enfin, le portrait, en tout cas, est tout à fait réussi, si l'on peut dire. Enfin, on ne peut pas présumer, on ne peut pas juger du caractère ressemblant du portrait, mais la personnalisation des traits, en tout cas, est particulièrement réussie. Une toile de Lucien Lévy-Durmer, l'étudiant marocain, le titre ancien était Le Fanatique, réalisé vers 1900. Lucien Lévy-Durmer est un peintre qui a déployé ses talents dans la peinture sur céramique, dans le pastel aussi, dans la peinture sur toile également. C'est un artiste qui a une certaine notoriété au début du XXe siècle. Il entreprend de nombreux voyages en Afrique du Nord, au Maroc en particulier, et dans cette toile, il représente le portrait d'un jeune homme sur fond de paysage urbain. Disons un mot sur le paysage urbain. Il s'agit du paysage de la ville de Moulay Idriss, dans le nord du Maroc, près de Meknès, exactement à côté de la ville romaine de Volubilis. Il y a donc un piton rocheux qui permet de- de surplomber la ville, et c'est ce que nous montre le peintre donc pour l'arrière-plan de ce tableau. Il nous montre exactement le mausolée d'Idriss Ier, le fondateur de la dynastie des Idrissides, qui est donc célébré dans cette localité. C'est une localité connue au Maroc, c'est un lieu de culte tout à fait important. Et donc, c'est l'arrière-plan sur lequel se détache le visage de ce jeune homme auquel Lévy-Durmer donne un regard particulièrement perçant. En maîtrisant la forme, l'artiste cherche à illustrer l'intensité de la vie intérieure du personnage. Regard perçant aussi dans ce jeune homme de Marais, dans les îles Loyauté, donc au large de la Nouvelle-Calédonie, représenté par Paul Mascart. Paul Mascart est un peintre qui est né à Condé-sur-Lescaut, donc dans le nord de la France. Il va en Mélanésie essentiellement parce qu'il est fonctionnaire de l'administration des douanes, en fait. Et donc, c'est pour des raisons professionnelles qu'il s'installe là-bas, mais il saisit l'occasion pour observer les populations parmi lesquelles il vit, pour dessiner, pour caractériser la personnalité des modèles dont il réalise le portrait, et notamment pour ce jeune homme que l'on voit ici. Les toiles de Paul Mascart ont donc été réalisées dans les îles Loyauté. Elles ont été ensuite montrées en France en 1937. Elles ont beaucoup de succès. Le musée des colonies, il s'appelle à l'époque Musée de la France d'Outre-mer, organise une exposition thématique de l'œuvre de Paul Mascart, donc en 1937. Et avec Fernand Lantoine, on arrive évidemment à l'aboutissement du processus, si l'on peut dire. Fernand Antoine, c'est un artiste qui est né dans la région du Nord également, près de Caudry, et c'est un peintre qui a plusieurs caractéristiques originales. C'est un peintre de la marine, un peintre officiel de la marine. On en a rencontré quelques-uns et on en rencontrera d'autres encore. C'est un artiste qui donc peut voyager facilement, vu sa fonction de peintre de la marine. C'est un artiste qui excelle dans la peinture de chevalier, dans le portrait, mais qui excelle aussi dans la peinture décorative, dans les grands décors qui peuvent orner les salons, décors peints, qui peuvent orner les salons des navires transatlantiques qui sont construits dans les années 30. Dunant produit des panneaux de lac, l'Antoine produit des panneaux peints pour décorer les salons des transatlantiques. Ici, nous avons affaire à un portrait, le portrait de Ducos Sangaré, Peul, et on voit bien quelle est la manière de Fernand Antoine. C'est une manière donc réfléchie. Il s'efforce de suggérer une certaine forme d'inconnu par le décor géométrique de l'arrière-plan,
et par le costume aussi du modèle. Il préfère une manière grave et sobre. On est aux antipodes de l'orientalisme qui était tout baigné de lumière et de mouvement. Euh, c'est une peinture très différente que nous propose Fernand Antoine. Une peinture différente aussi que nous proposent les peintres composant des allégories. Et j'ai choisi l'exemple de Jeanne Thill pour cela. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une allégorie? Dans l'Antiquité, c'est une entité abstraite divinisée, et donc représentée sous la forme humaine. Euh, à la Renaissance, l'allégorie, ce sera une entité abstraite représentée sous forme humaine, les quatre continents, par exemple. Et à l'époque coloniale, eh bien, on voit apparaître aussi, on voit réapparaître ce genre de l'allégorie où l'on cherche à représenter sous forme humaine, donc, eh bien, les grandes parties de l'empire colonial. Nous avons ici une allégorie de la Tunisie que nous propose Jeanne Thiel, une allégorie de l'Algérie que nous propose l'auteur, une allégorie de l'Afrique occidentale française et une autre de l'Afrique équatoriale française. La scène ne prétend pas avoir une ambition documentaire. Il s'agit de résumer par quelques touches l'impression que produit un ensemble territorial. Jeanne Thiel est une artiste née à Calais. C'est une élève de Charles Fouqueret, que nous avons rencontré tout à l'heure, et elle excelle dans les compositions de grandes dimensions, très colorées, comme on le voit là. Ces toiles qu'elle réalise, donc de grande taille, lui sont commandées en 1935 pour orner le pavillon de la France d'outre-mer à l'exposition universelle de Bruxelles. Et une fois présentées à Bruxelles, ces toiles ont été ensuite déposées au musée des colonies. Une exposition a été consacrée à Jeanne Thiel dans sa ville natale de Calais en 2020. Voilà donc un deuxième axe qui permet d'organiser la promenade dans la collection du musée des colonies, la thématique de l'ailleurs, la thématique de l'autre, qui nous montre ces peintures qui ont été présentées au musée des colonies à partir de 1931. Et bien entendu, il y a une troisième thématique qu'il faut présenter pour terminer. Après tout, nous parlons de peinture coloniale, nous essayons de caractériser ce que peut être une peinture coloniale. On vient de voir qu'il y a une différence à faire entre peinture coloniale et peinture orientaliste, mais il faut considérer quand même qu'il y a une thématique qui colore la notion de peinture coloniale, c'est la thématique de l'appropriation, de la domination. La peinture coloniale peut être une peinture de défense et d'illustration de la colonisation, une peinture de propagande, au fond, et c'est peut-être un sens possible pour la notion de peinture coloniale. Donc, une peinture qui est commandée, ou en tout cas une peinture qui est conçue pour célébrer la colonisation, pour célébrer l'impérialisme. Et c'est de cela qu'il faut parler pour terminer. Il y a en effet dans la collection du musée des colonies un ensemble de peintures qui cherchent au fond à mettre en scène la colonisation et à mettre en scène, pour commencer, des portraits officiels des grands personnages coloniaux. Voilà par exemple une peinture d'Alphonse Montchablon nous présentant Pierre Savorgnan de Brazza. Alors Brazza est un personnage qui est né à Rome, dans les États de l'Église, donc il est d'origine romaine exactement. Il est naturalisé français. Brazza est l'archétype de l'explorateur, comme on dit au XIXe siècle, le découvreur, le conquérant du Congo, le Congo français, c'est-à-dire le Congo de la rive droite du fleuve Congo, à distinguer du Congo de la rive gauche du fleuve Congo, qui est de beaucoup plus vaste taille et qui est le Congo belge. Brazza nous est montré ici prenant quelques repos, ayant la main gauche appuyée sur une carte du Congo, évidemment, et caressant de la main droite la tête de son chien favori. Brazza arbore la Légion d'honneur qu'il vient de recevoir en 1885. Donc, ce qui nous est montré ici, c'est Brazza, explorateur, c'est Brazza en gloire, en somme. C'est le portrait officiel de Brazza qui est représenté ici. Alors, la figure de Brazza est une figure très intéressante, mais ce que nous montre le peintre, c'est le Brazza conquérant du Congo. Un autre exemple de portrait officiel, euh, la toile de Bernard Boutet de Monvel montrant le portrait de Georges-Marie Hart. Georges-Marie Hart est un
un des dirigeants de la firme automobile fondée par André Citroën. Georges-Marie Hart organise les expéditions qui sont commanditées par André Citroën dans les années 20, donc une expédition dans le Sahara, une expédition dans l'ensemble du continent africain, une expédition en Asie, ce qu'on appelle la croisière noire ou la croisière jaune. La croisière noire, c'est 1924-1925. C'est une aventure qui consiste à partir du nord de l'Afrique jusqu'au sud de l'Afrique en voiture, enfin en véhicule équipé, pour traverser un univers mal connu, pour traverser un monde dans lequel, en fait, il n'y a pas de route. Et donc, c'est une exploration, c'est une expédition. Il y a des films, il y a des photographies, il y a des textes qui sont réalisés. Et le peintre nous montre ici l'organisateur en gloire également, avec les instruments de sa fonction, c'est-à-dire les jumelles, c'est-à-dire la carte. Il y a peut-être une arme sur la partie droite du corps, sans doute. Et voilà donc le portrait de Georges-Marie Hart que nous montre le peintre. Le peintre n'a pas participé à l'expédition, mais il s'est documenté auprès de Georges-Marie Hart, qui meurt en 1932. Il s'est documenté auprès des participants à l'expédition, auprès de la famille du personnage. Bref, un portrait officiel de Georges-Marie Hart qui est déposé au musée des colonies à titre de prêt et qui finit par être donné au musée des colonies. Autre exemple de portrait officiel par un autre peintre, Paul Merwart, qui est un peintre d'origine polonaise, c'est le portrait de l'explorateur Émile Gentil, donc explorateur du Tchad, explorateur du Gabon aussi. Et on nous montre ici donc cet explorateur prenant quelques repos, la main appuyée sur une carte. Enfin bref, il y a une sorte de stéréotype qui apparaît pour faire l'éloge, pour glorifier au fond les conquérants de la colonisation. Le même peintre réalise un autre portrait officiel, c'est le portrait officiel par un peintre officiel du ministre des colonies. Paul Merwart est un peintre officiel au sens où le ministère des colonies lui a commandé un certain nombre de toiles. Merwart a voyagé à l'initiative du ministère des colonies. Donc, en ce sens, c'est un peintre officiel. Et il nous montre ici à André Lebon en 1897, voyageant dans les colonies africaines de la France. André Lebon est le premier membre du gouvernement français à visiter les colonies africaines de la France. André Lebon est un personnage important dans le personnel politique des années 1890. Il est en 1897 et depuis 1896 ministre des colonies dans le gouvernement de Jules Méline. Il avait été ministre du Commerce dans le gouvernement précédent, celui d'Alexandre Ribaud. Donc c'est l'un des piliers du monde politique de l'époque. Mais il a aussi une autre caractéristique, c'est que c'est un défenseur, un tenace de la colonisation. C'est l'un des piliers du parti colonial, comme on dit à l'époque. C'est pas un parti politique, mais c'est un groupe d'influence très influent au point que l'un de ses membres est ministre des colonies. Donc un portrait officiel du ministre par un peintre qui est en fait un peintre officiel. Alors dans ce domaine, on peut montrer une autre image officielle, c'est ce portrait du roi du Cambodge, Sisowat Monivong. Sisowat Monivong est le grand-père et le prédécesseur du dernier roi du Cambodge, Norodom Sihanouk. Ce portrait, qu'on pense être réalisé à partir d'une photographie, nous montre le souverain du Cambodge en gloire, en majesté, en somme. Mais le Cambodge en 1927 n'est pas du tout un pays indépendant, c'est un protectorat français. Et donc, on a ici une image de, de propagande de la colonisation française. Le Cambodge est un protectorat, l'État cambodgien existe en apparence, la France se borne à le protéger sans l'avoir colonisé. C'est une fiction, bien sûr. La peinture peut chercher aussi à décrire une vision du monde, et même on pourrait dire à imposer une vision du monde. Je prends quelques exemples pour illustrer cela. Voilà par exemple, de toutes les toiles composant la collection du Musée des colonies, c'est probablement la plus célèbre, la toile de Frédéric Régamey, parce que c'est une toile qui, même si elle n'est plus présentée au public, est connue par la photographie. C'est une toile qu'on trouve souvent dans les livres d'histoire. Euh, Frédéric Régamey, donc, c'est un peintre connu à la fin du 19e siècle. Il est peintre officiel de la marine. Et il nous montre ici une scène qu'il intitule Jules Ferry recevant les délégués des colonies et que l'on peut comprendre comme étant Jules Ferry présidant le Conseil supérieur des colonies. Donc il s'agit de se souvenir du passé glorieux
de la constitution de l'empire colonial. On a ici une statue de Dupleix, le conquérant des Indes. Il s'agit de comprendre que l'on doit avoir une image du monde. Il y a des cartes de géographie, il y a des objets aussi, et les délégués des colonies se rassemblent autour de Jules Ferry pour définir les modalités de l'organisation de l'empire colonial. Il y a des colonies qu'il faut gérer, qu'il faut administrer. On va créer une Afrique occidentale française, par exemple, une Afrique équatoriale française. Voilà ce dont il est question autour de cette table. Et au centre, donc, on a Jules Ferry qui préside ce Conseil supérieur des colonies. Alors, Jules Ferry est évidemment un personnage extrêmement connu. C'est l'un des piliers de la Troisième République. C'est l'un des fondateurs de la Troisième République. Son œuvre scolaire est très connue, à juste titre. Mais Jules Ferry est aussi l'un des fers de lance de la colonisation, du renouveau de la colonisation française à la fin du XIXe siècle. Euh, et notamment en Afrique. En Afrique et en Indochine. Euh, les puissances européennes se sont entendues à la conférence de Berlin en 1885 pour se partager le continent africain. Et donc, il s'agit d'organiser, comme je viens de le dire, les colonies africaines. Euh, Jules Ferry est l'un des principaux artisans de la colonisation qu'il justifie. Il y a un débat célèbre au Parlement entre Jules Ferry et Clémenceau sur ce sujet d'ailleurs. Jules Ferry justifie le renouveau de la colonisation française en employant trois arguments. Un argument politique, les grandes puissances colonisent, il est nécessaire de coloniser pour être une grande puissance, la France doit coloniser. Un argument économique, les colonies sont à la fois des réservoirs de matières premières et de produits agricoles, et ils peuvent être aussi des débouchés pour l'économie française. Il faut coloniser. Et il emploie surtout un argument moral. Cet argument moral, on peut le comprendre en comparant le point de vue de Jules Ferry sur les colonies avec le point de vue de Jules Ferry sur l'enseignement. Au fond, pour Jules Ferry, le devoir de la France républicaine, c'est d'apporter les lumières de l'instruction jusque dans les cantons les plus reculés du territoire national. Eh bien, le devoir de la France républicaine, c'est d'apporter les lumières de la civilisation jusque dans les territoires les plus reculés de l'empire colonial. De son point de vue, euh, colonisation et instruction, c'est la même chose. Enfin, il n'y a pas de différence majeure. Et donc, voilà la signification de cette toile, au fond. Il s'agit de montrer ce que c'est que la colonisation telle qu'on la conçoit dans les sphères dirigeantes de la République française. Un autre exemple de contribution de la peinture à l'exaltation de la colonisation française, on peut le trouver dans cette toile de Paul-Michel Dupuy, Soumission du Maroc, qui nous montre un moment précis de ce que l'on appelle à l'époque la pacification du Maroc. C'est la reddition d'un chef rebelle en 1923 devant donc les dirigeants de l'armée française. Et on voit donc l'imposition du cadre colonial au Maroc à travers cette scène, hein, imposition par la force sur la partie droite de l'image et la défaite sur la partie gauche de l'image. C'est l'occasion de rappeler la contribution des armées à l'œuvre de colonisation sur le terrain, naturellement, mais aussi à l'œuvre d'exaltation de la colonisation. Si l'on prend par exemple le musée des colonies, le rôle de l'armée est central dans l'organisation de la section rétrospective du musée des colonies et dans l'organisation de la section de synthèse du musée des colonies. C'est un petit peu ce que nous montre cette toile qui, sous prétexte de décrire un événement précis, est en fait un éloge de la colonisation par la force. Une autre illustration, on la trouve sous le pinceau de Jean Michel. Jean Michel est un artiste à qui on commande de grands décors peints pour orner le musée des colonies en 1931. De très grands décors où les personnages sont grandeur nature, en fait. Des décors qui montrent la variété des productions minérales, la variété des productions animales, la variété des productions végétales dans l'Empire colonial. Et les images que Jo Michel nous offre sont extrêmement révélatrices du point de vue de l'artiste, mais du point de vue, disons, de l'Européen colonisateur sur les colonies. Il y a dans les colonies des productions, il suffit de les cueillir, il suffit de se baisser éventuellement pour les ramasser.
On ne travaille pas vraiment, il n'y a pas de contraintes, exercées sur les travailleurs, sur les producteurs. Il n'y a d'ailleurs pas véritablement de colons, dirigeant les opérations. On a nettement l'impression que, les productions sont là, offertes, sans effort. C'est une vision très simplifiée de la réalité, évidemment, hein. Heu, dans cette toile, on ne voit aucune, traduction de l'appropriation et de la domination coloniale. Il faut connaître que ce n'est peut-être pas dans un décor figurant dans le musée des colonies, dans l'exposition coloniale, que l'on va trouver une dénonciation de la colonisation, évidemment. On est ici dans le domaine d'une peinture de propagande, d'une peinture officielle, peinture ou en tout cas iconographie, puisque si l'on prend la façade du palais des colonies, donc la façade du palais de la Porte Dorée, comme on l'appelle aujourd'hui, cette façade sud est décorée d'un immense bas-relief réalisé par Alfred Jagnot, qui nous montre ce que nous montrait Jean Michel sur cette peinture qu'on vient de voir, c'est-à-dire les productions de l'Empire colonial qui sont là, qu'il suffit de ramasser d'envoyer en France. Là, le bas-relief fait l'éloge donc de cette abondance procurée à la France par ces colonies, et il y a un symétrique à l'intérieur du palais de la Porte Dorée, ce sont les fresques du Caux de la Haye, des fresques gigantesques qui nous montrent tout ce que la France peut apporter à ses colonies. C'est donc le programme complémentaire de celui qui figure sur la façade du palais de la Porte Dorée. Euh, la peinture, la sculpture peuvent contribuent à la glorification de la colonisation. C'est quelque chose de tout à fait net. On voit très bien la continuité qu'il y a entre le bas-relief, les fresques de la Porte Dorée et puis les peintures de Jean Michel. Alors, terminons par cette constatation que le regard de l'artiste sur le monde colonial est fréquemment un regard complaisant pour le colonisateur et méprisant pour le colonisé. C'est un regard dont on peut penser que peut-être il s'efforce de dénigrer l'autre. Voyons par exemple cette toile de Louis-Jean Beaupuy intitulé aujourd'hui Le gouverneur général et Madame Renard à M. Pila en AEF. Le titre initial était Distribution de tissus aux indigènes. Alors cette toile est extrêmement intéressante à observer, à analyser. On peut la lire à plusieurs niveaux. Reprenons déjà le titre initial, Distribution de tissus aux indigènes. Donc les indigènes, on les voit, ils grouillent donc autour du gouverneur général et de Madame Renard. Les tissus, on ne les voit pas véritablement, mais enfin on peut imaginer que l'on va les distribuer aux populations environnantes afin qu'elles puissent s'en vêtir. Donc, une œuvre civilisatrice, une œuvre humanitaire, comme on dirait aujourd'hui, et qui est ici euh, illustrée par cette toile de Louis-Jean Beaupuy. Il y a une sorte de regard colonial qui est porté sur ces populations. Après tout, nous voyons les colonisateurs, les Blancs, le gouverneur général et sa femme, nous voyons leur visage, ce sont les seuls dont on voit le visage. Les autres personnes qui sont présentées, bon, il y a quelques exceptions, mais les autres personnes qui sont présentées sont les colonisés, les Noirs, et on ne les voit que de dos. Donc il y a une hiérarchie entre les êtres humains que Louis-Jean Beaupuy montre sur cette toile. C'est un regard typiquement colonialiste. Bon, ceci étant, on peut lire les choses de manière un petit peu différente et dire, c'est pas seulement la distribution de tissus aux indigènes, c'est aussi le gouverneur général et Madame Renard à Mpila. Mpila, c'est une bourgade qui est aujourd'hui incorporée dans l'agglomération de Brazzaville, c'est un quartier de Brazzaville aujourd'hui. Le gouverneur général s'appelle Édouard Renard et il est nommé gouverneur général de l'Afrique équatoriale française à la fin de l'année 1934. Et en mars 1935, il se tue dans un accident d'avion. Et donc, Louis-Jean Beaupuy dessine ici un éloge du gouverneur général défunt, en somme. C'est une sorte de représentation du gouverneur général en gloire alors qu'il vient de mourir dans un accident d'avion. On peut préciser que Édouard Renard est un
très haut fonctionnaire. Il a été, dans les années 20, chef de la Sûreté générale, donc on peut dire chef de la police. Il a été préfet du département de la Seine, du grand département de la Seine à l'époque, et il est gouverneur général de l'Afrique équatoriale en 1934. Lorsqu'il arrive en Afrique équatoriale française, il indique nettement que son intention est de mettre un terme aux abus de l'exploitation coloniale, aux abus des grandes entreprises capitalistes qui exploitent les ressources, qui construisent le chemin de fer, ces abus qui ont été dénoncés quelques années auparavant par André Gide dans le fameux voyage au Congo et par la suite retour du Tchad. C'est précisément ça que dit Édouard Renard en prenant ses fonctions de gouverneur de l'Afrique équatoriale française. Et quelques semaines plus tard, il meurt dans un accident d'avion dont on a pensé à l'époque qu'il pouvait être un attentat. Donc, vous voyez, la figure d'Édouard Renard est une figure peut-être plus complexe que on ne semble le montrer sur cette toile. Le nom d'Édouard Renard est donné en 1936 à la place qui se trouve devant le musée des colonies, et cette place existe encore, elle porte encore aujourd'hui le nom d'Édouard Renard. À Brazzaville, qui est maintenant la capitale d'un État indépendant depuis longtemps, eh bien, il y a une avenue Édouard Renard. Le souvenir de ce gouverneur général n'est pas oublié, même à Brazzaville. Donc, il faut nuancer évidemment la signification de la toile. Ce qui reste quand même, c'est le regard du peintre, c'est la hiérarchie entre ceux dont on voit le visage et ceux dont on voit le dos. Cette hiérarchie-là, ce regard-là, c'est un regard colonial, clairement. Regard colonial que l'on va trouver aussi dans les toiles que l'on va observer pour terminer, c'est-à-dire les toiles d'André Herviaux. André Herviaux est un artiste qui a beaucoup voyagé en Afrique, en Asie. Il a reçu diverses bourses pour financer ses séjours, notamment en Asie, vers 1930. Et les toiles que l'on voit là, les 4 toiles que l'on va voir, lui ont été commandées pour l'exposition coloniale. Il s'agit de faire l'éloge du colonisateur, de faire l'éloge des militaires français dans leur œuvre de colonisation. Alors on voit ici un cours d'éducation physique. On voit là l'administrateur colonial qui planifie et organise la manière dont les choses doivent se passer. On voit ici l'administrateur colonial qui est topographe et qui supervise les travaux. On voit ici l'officier constructeur, l'administrateur colonial avec son casque colonial qui indique comment les travaux doivent être réalisés. Donc il y a très clairement celui qui sait et qui dit et ceux qui font. Il y a une hiérarchie claire, nette, entre les personnes. Là aussi, c'est une hiérarchie coloniale d'une certaine façon que l'on voit sous le pinceau d'André Herviaux. Le message idéologique est clair. Alors ainsi se termine la promenade dans la collection de peintures du musée des colonies. Et qu'est-ce que l'on peut en dire une fois sorti? Eh bien, peut-être se tourner vers une dernière toile que l'on va regarder, qui est la toile de Lucien Lièvre, Bédalong. Et donc, se souvenir de la question posée, y a-t-il une peinture coloniale? Qu'est-ce que c'est qu'une peinture coloniale? Lucien Lièvre a été le lauréat du prix de l'Indochine en 1928. C'est ce qui lui permet de séjourner en Asie du Sud-Est, notamment dans le nord du Vietnam, ce qu'on appelle à l'époque le Tonkin, et au bord de la baie d'Along. Alors, c'est un lieu qui est aujourd'hui très touristique au Vietnam, hein. C'est une zone composée de collines ennoyées dans la mer. Le géographe parle de karst à tourelles ennoyées par la mer. Et donc, Lucien Lièvre nous montre une navigation apaisée, tranquille, sur la baie d'Along. Il nous montre un navigateur, il nous montre euh, une embarcation traditionnelle, ce qu'on appelle un sampan. Sampan, c'est un mot chinois qui veut dire 3 planches. Une scène apaisée, une scène calme qui nous est montrée ici. S'agit-il d'une peinture coloniale? Qu'est-ce que c'est finalement qu'une peinture coloniale? Il faut poser la question et s'efforcer d'y apporter une réponse précise. Alors, comme on l'a vu, en peinture, l'orientalisme se traduit souvent par des scènes pittoresques, des scènes colorées, des scènes exotiques, qui incarnent une sorte de conception rêvée, de conception fantasmée de l'ailleurs et de l'autre. Tout le risque très fort
de s'en tenir à des clichés, à des stéréotypes, à des poncifs. L'Orient fantasmé par les Européens. Et avec la reprise de l'expansion coloniale, après la conférence de Berlin de 1885, l'ailleurs, qui était finalement un territoire flou, un territoire géographiquement flou, qui pouvait être le support tout trouvé pour l'imaginaire des artistes, cet ailleurs se transforme en un territoire cartographié, en un territoire délimité, dominé, conquis, que les peintres français vont pouvoir illustrer de façon plus précise. Il y a bien une différence entre peinture orientaliste et peinture coloniale parce que l'imposition du cadre colonial change nettement les conditions matérielles pour voyager et pour séjourner dans le monde colonial. Il y a des associations artistiques qui organisent des salons, qui attribuent des bourses, qui subventionnent des artistes. Il y a dans les colonies des associations artistiques qui subventionnent des artistes aussi, qui accueillent les artistes. On a parlé de la Villa Abdeltif à Alger tout à l'heure, par exemple. Et donc, la peinture coloniale se trouve être plus précise, plus réaliste que la peinture orientaliste. Elle est peut-être plus précise, mais elle édulcore, elle atténue les tensions entre les communautés, elle masque les revendications, elle gomme les combats qui peuvent exister. La toile de Lucien Lièvre est réalisée en Indochine française, donc au Tonkin, vers 1930. La domination coloniale française, à ce moment-là, en Indochine, commence à être mise en cause. Lorsque l'exposition coloniale se tient en 1931, la domination coloniale française en Indochine est mise en cause. On n'en voit aucune trace, ni dans l'organisation d'expositions coloniales, ni dans la peinture de Lucien Lièvre. Donc, Lucien Lièvre nous propose en effet une peinture coloniale. Ce n'est pas une peinture de propagande coloniale, ce n'est pas une peinture exaltant l'impérialisme, mais c'est une peinture coloniale, certainement. Et bien sûr, cette peinture coloniale est un élément, un renfort pour l'exaltation de la colonisation. C'est ce qui explique qu'il y ait dans l'exposition coloniale une collection de peintures qui est montrée. Euh, et évidemment, avec la décolonisation, la peinture coloniale va être condamnée, tout comme la colonisation est condamnée. Aujourd'hui, la collection de peintures du Musée des colonies n'est plus exposée. C'est une condamnation à l'oubli qui a été prononcée contre la peinture coloniale. On ne montre plus les toiles qui étaient montrées, on ne les montre plus maintenant depuis des décennies. Alors cette condamnation à l'oubli est-elle méritée? Eh bien, libre à chacun, évidemment, de se faire sa propre idée. Mais au fond, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre la toile de Lucien Lièvre et la toile de Paul Gauguin, qu'on voit là, qui elle n'est pas du tout condamnée à l'oubli et qui n'était pas dans la collection du Musée des colonies? Alors je ne dis pas que Lucien Lièvre et Paul Gauguin soient des artistes du même calibre, ce n'est pas la question. Mais y a-t-il dans la peinture de Lucien Lièvre quelque chose qui soit sulfureux et qu'on ne trouverait pas dans la peinture de Paul Gauguin? La peinture de Lucien Lièvre est condamnée à l'oubli, celle de Paul Gauguin ne l'est pas. Ce qui nous amène à nous interroger sur ce qu'est devenue la collection de peintures de l'ancien musée des colonies. Lorsque l'exposition coloniale ferme ses portes en novembre 1931, le 15 novembre, évidemment, le musée des colonies ferme ses portes aussi. Mais il avait été entendu dès le départ que le musée des colonies continuerait à exister après l'exposition coloniale. C'est pourquoi on l'appelle en 1931 musée permanent des colonies. Il avait été entendu dès le départ que le palais des colonies continuerait à exister. C'est pourquoi on l'appelle en 1931 le palais permanent des colonies. On l'appelle aujourd'hui le palais de la Porte Dorée. Donc, bien entendu, le musée des colonies ferme ses portes le 15 novembre 1931, mais c'est parce qu'il va être restructuré, qu'il va être réorganisé. On va supprimer, par exemple, la distinction entre section de synthèse et section rétrospective. Mais on va conserver une partie des objets exposés, une partie des images exposées, une partie des photographies exposées, et surtout, on va conserver les peintures qui étaient exposées. Et on va apporter dans le palais des colonies, dans le palais de la Porte Dorée, on va apporter les peintures qui étaient présentées dans le pavillon des Beaux-Arts de l'exposition. Donc après quelques mois de fermeture,
Le musée des colonies rouvre en 1932, ayant été restructuré. Il rouvre euh, sous une nouvelle dénomination, on va l'appeler maintenant Musée de la France d'outre-mer. Et dans ce musée de la France d'outre-mer, il y a une différence par rapport au musée des colonies, bien sûr, le nom a changé par exemple, mais on est quand même dans la continuité par rapport au musée des colonies. C'est-à-dire que dans ce musée de la France d'outre-mer, on montrera des images, par exemple des peintures, les peintures qui avaient été présentées durant l'exposition coloniale, et puis des peintures du même genre qui vont être achetées, qui vont être données, qui vont être léguées au musée de la France d'outre-mer. Il y aura des expositions thématiques qui vont être organisées, une exposition sur les produits coloniaux, le thé par exemple, ou bien des expositions thématiques consacrées à des artistes. En 1937, il y a une exposition Paul Mascart qui est organisée. Donc, le musée des colonies s'est transformé en musée de la France d'outre-mer. Certes, il y a un changement, mais enfin, le changement est quand même relativement limité. Et les choses s'organisent ainsi pendant une trentaine d'années. Et puis, vers 1960, évidemment, tout devient plus difficile. Le musée de la France d'outre-mer était quand même consacré à la description, à la réflexion de la France d'outre-mer, donc le terme employé pour désigner l'empire colonial. Mais en 1960, il n'y a plus d'empire colonial. L'Indochine n'est plus une colonie française, l'Algérie est en train de ne plus être une colonie française, le Maroc et la Tunisie ne sont plus des colonies françaises, les colonies d'Afrique noire sont en train de devenir des pays indépendants. Donc le musée de la France d'outre-mer en 1960 devient, si on peut dire, obsolète. Il ne correspond plus à rien. Et c'est pourquoi André Malraux le réforme radicalement, donc en 1960. C'est-à-dire que l'on va conserver le palais de la Porte Dorée, bien sûr. On ne va pas détruire le bas-relief. Bon, voilà. On ne va pas détruire les fresques qu'il y a à l'intérieur, mais on va enlever les objets qui sont présentés dans le palais. Les tableaux sont mis en réserve en 1960 et ils n'en sortent plus. Et on va mettre à l'intérieur du palais, de la Porte Dorée, d'autres objets qui vont évoquer les productions artistiques des nouveaux pays indépendants. Le musée de la France d'outre-mer est fermé et il est remplacé au même endroit par un musée des arts africains et océaniens. Musée des arts africains et océaniens qui montre donc les productions artistiques des pays d'Afrique et d'Océanie. C'est le même lieu, mais ce n'est pas du tout les mêmes objets qui sont présentés. Le musée des arts africains et océaniens qui est donc présenté dans le palais de la Porte Dorée à la fin du XXe siècle. Et puis, à la fin du XXe siècle, les choses changent une nouvelle fois. Les arts africains et océaniens sont désormais conçus autrement. On a une approche différente de la notion de musée, on a une approche différente de la notion d'art africains et océaniens. On voit apparaître la notion d'art premier. On parle même aujourd'hui d'art non européen. Les arts premiers. On crée même un musée des arts premiers à Paris. C'est le musée qu'on appelle le musée du Quai Branly, Jacques Chirac aujourd'hui. Donc on va considérer les arts premiers et l'on va établir ce musée des arts premiers en sélectionnant, par exemple, dans la collection du musée de la Marine, ce qui peut y avoir d'art premier que l'on mettra au musée du Quai Branly. On va sélectionner dans la collection du musée de l'Homme ce qui peut être considéré comme art premier et on le mettra au musée du Quai Branly. Et on va transférer au musée du Quai Branly la collection du musée des arts africains et océaniens, à l'intérieur de laquelle il y a la collection de l'ancien musée des colonies. Donc la collection de l'ancien musée des colonies se trouve concrètement, elle se trouve au musée du Quai Branly. Et le musée du Quai Branly remplit, vis-à-vis de la collection de l'ancien musée des colonies, il remplit parfaitement la fonction première d'un musée qui est de conserver les œuvres, de les conserver correctement, de les restaurer si c'est nécessaire, donc de les conserver, je dirais, en sûreté. La collection du musée des colonies est conservée. Mais le musée du Quai Branly n'a pas du tout l'intention de présenter la collection du musée des colonies. Le rôle du musée du Quai Branly, c'est de présenter les arts premiers, pas de présenter la collection de l'ancien musée des colonies. Donc cette collection est conservée, mais elle n'est pas présentée. Euh, la collection du musée des colonies a été mise en réserve en 1960
et les toiles ne sont plus montrées depuis 1960. Sauf naturellement au conservatoire des musées, bien sûr. Mais les toiles ne sont plus montrées, euh, on ne les montre plus, on n'a pas l'intention de les montrer, jamais en fait. Ça, c'est la règle. Et puis, il y a des exceptions. Par exemple, une sélection de toiles puisée dans la collection du musée des colonies a été confiée, a été mise en dépôt au nouveau musée des années 30 qui a été établi il y a quelques années à Boulogne-Billancourt. Les toiles que vous voyez là, notamment la toile de Lucien Lierre. Donc ces toiles font partie de la collection du musée des colonies, mais elles sont visibles en permanence à Boulogne-Billancourt, alors que les autres toiles du musée des colonies ne sont jamais visibles. Elles ne sont jamais visibles, sauf s'il y a une exposition thématique. Par exemple, il y a eu à Calais en 2020 une exposition de toiles de Jeanne Thill. Une partie des toiles présentées provenait de la collection du musée des colonies. Ou bien alors, il y a en ce moment une exposition Étienne Dinet qui était organisée par l'Institut du monde arabe. Cette exposition a été montrée à Tourcoing dans un premier temps et elle est montrée en ce moment à Paris. Donc, des toiles d'Étienne Dinet sont présentées en ce moment. Elles figurent dans la collection du musée des colonies et pourtant on peut les voir pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Euh, D'autre part, certaines toiles ont pu être mises en dépôt ici ou là. Par exemple, le portrait de femme de Biskra de Marie-Claire Taunoir qu'on a vu tout à l'heure a été mis en dépôt au musée de Barcelonnette parce que Marie-Claire Taunoir était originaire de Barcelonnette. Donc il y a des exceptions à la règle, mais comme on sait, les exceptions confirment les règles. Les toiles composant la collection du musée des colonies ne sont pas visibles, ne sont plus visibles depuis des décennies. C'est pourquoi les conservateurs du musée du Quai Branly ont eu l'idée en 2018 mais de montrer précisément la collection du musée des colonies, alors pas les 500 toiles évidemment, mais d'opérer une large sélection de ces toiles pour montrer au public des œuvres qu'on ne montrait plus depuis 1960. Donc en 2018, une exposition qu'on aurait pu intituler Exposition d'une sélection d'œuvres de la collection de l'ancien musée des colonies, on aurait pu l'intituler comme ça, eh bien, a été présentée. Et cette exposition, la direction du musée du Quai Branly a trouvé que, bon, pour des raisons de, je dirais, de scrupules politiquement corrects, il était préférable de l'appeler Peinture des lointains, collection du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Alors, ce n'est pas complètement une contre-vérité. C'est vrai que la collection de l'ancien musée des colonies est conservée par le musée du Quai Branly Jacques Chirac, ça c'est tout à fait vrai. Mais voilà, la dénomination de l'exposition de 2018 était vague et floue. Pourtant, l'exposition elle-même était particulièrement précise et le catalogue qui en a été donné était particulièrement précis. Et donc, il faut que je l'avoue pour terminer, cette promenade dans la collection de l'ancien musée des colonies que je vous ai proposée était en fait une promenade dans l'exposition Peinture des lointains que le musée du Quai Branly avait proposée en 2018. Et cela se comprend bien quand on feuillette le catalogue de cette exposition qui est particulièrement éclairant, particulièrement précis.